La problématique est assez simple. Comment gérer la crise du coronavirus côté marketing et communication? On va aborder plusieurs thématiques, plusieurs idées donc, sur lesquelles on peut échanger. Et voilà, vous nous direz ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, comme disait Thibaut, on va échanger dessus. On n'a pas la science infuse. L'idée, c'est d'apporter quelques idées en tout cas. Et donc la première des choses, c'est la restructuration en entreprise où là, il y a un travail à distance qui est en train de s'opérer. Et donc Thibaut, comme il vous l'a dit, travaille en entreprise, travaille avec des entreprises et aussi freelance. Donc du coup, il a ces deux casquettes-là, il a ces deux visions-là. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Thibaut, de ce travail à distance? Comment est-ce que ça doit se faire? Quelles sont les bonnes pratiques, les bons conseils que tu peux nous donner? Bah déjà, je pense qu'on se prend tous le travail à la maison, le télétravail en pleine face. Certains sont pas forcément préparés par rapport à ça. Et même quand on est préparé, moi, ça doit faire 13 ans que j'ai l'habitude de pouvoir travailler de façon très flexible. Alors, au début, c'était plutôt au bureau en entreprise, mais j'ai quand même régulièrement connu, moi, des entreprises qui prenaient le travail à distance, qui mettaient à disposition des outils pour ça, qui me laissaient aussi m'adapter, m'organiser comme j'en avais envie et comme j'en avais besoin. Et même quand j'ai travaillé dans le secteur bancaire, puisqu'avant j'étais chez Banque Populaire, où bah, j'étais régulièrement dans les transports en commun, j'avais un peu l'habitude de dire à cette époque que mon bureau c'était le train. Donc Hmm. finalement, je trimballais toujours mon ordinateur avec moi entre Strasbourg, Metz, Paris. Ce qui fait que ça donne des habitudes. Ça montre aussi que même dans des entreprises qu'on imagine assez conservatrices, il est possible d'apporter de la flexibilité. Et moi, ce que j'ai pu en tout cas apprendre de cette expérience chez Banque Populaire, j'y suis passé 6 ans et demi, c'est que c'est pas tant l'entreprise en elle-même d'un point de vue dogmatique, même s'il y a une culture d'entreprise qui va être très très importante et des outils qui vont être mis en place. Je pense que c'est avant tout une posture managériale, puisque j'ai eu la chance à chaque fois dans ces expériences d'avoir des managers qui me laissaient cette souplesse, cette indépendance, cette liberté, ce qui fait que ça nous oblige aussi, nous, en tant que managers, à repenser d'autres manières de fonctionner. On voit encore trop, et c'est ce que je peux constater moi autour de moi sur mes amis, sur des collègues qui se retrouvent un peu confrontés à des problématiques sur le télétravail, c'est que finalement il y a cette crise de confiance. On est encore dans ce vieux réflexe de j'ai pas le collaborateur à côté de moi ou en face de moi, je ne sais pas ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il est en train de rien faire. Alors que c'est pas vrai, et ça se juge surtout par rapport aux résultats, par rapport à ce qu'on est en train de produire. Ouais. Et est-ce que tu penses, toi, que après cette crise, comment vont être les entreprises? Est-ce qu'il y aura une nouvelle approche? Est-ce qu'il y aura plus de flexibilité, peut-être des nouveaux types de métiers, ou en tout cas comme tu dis, des nouveaux profils? Alors, je sais, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas du tout comment ce sera après. J'ai juste quelques convictions. Je pense qu'on sortira pas indemne de cette crise, hein, pour du Ouais. positif comme du négatif. Je pense que ça bouleversera quand même pas mal de choses. En tant que collaborateur, on se prend beaucoup le télétravail de plein fouet. Enfin, beaucoup ne sont pas préparés à ça. Je regardais quelques chiffres en préparation du webinar. Là, on doit être globalement 70% de Français à travailler à la maison. Et parmi ces 70%, il y en a 90% qui n'ont pas l'habitude de travailler à la maison. Ça veut dire soit ils l'ont Mm. jamais fait, ou soit ils le font vraiment de façon très exceptionnelle, ce qui n'encourage pas forcément des pratiques. Donc ben, là, on est obligé de s'organiser, de s'adapter. D'autant qu'on est dans des conditions vraiment exceptionnelles. Moi, en 13 ans de carrière, en ayant l'habitude de travailler à la maison, même en ayant l'habitude de travailler à la maison avec une petite à la maison, bah là, c'est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que ben, on est finalement tous en télétravail, et il faut réussir à s'organiser entre nous, entre ma femme qui travaille aussi en télétravail, là, qui est dans une autre pièce, ma petite fille qui bah, demande de l'attention et qui fait aussi l'école à la maison. Finalement, on peut considérer qu'elle fait Mm. aussi du télétravail. Et là, on expérimente. Et je pense que là, c'est un des gros enseignements de cette crise, c'est que ben, on arrive à faire aussi de l'enseignement à distance. Euh, il y a des outils, et justement sur cette notion d'outils, il y a quelque chose qui est super important, c'est qu'on est en train de voir ben, les entreprises qui se sont préparées, Mm. parce qu'on
on entend transformation digitale dans tous les sens. Par contre, là, on est à l'épreuve du feu. Il y a celles qui ont vraiment engagé quelque chose, qui vont transformer avec les outils, avec les méthodes et la culture de l'entreprise qui va bien. On parlait de confiance tout à l'heure. Ben, aujourd'hui, c'est lesquelles sont vraiment au cœur d'une transformation. Et on voit Mm. des écoles qui s'adaptent très très bien. Ben, en tant qu'intervenant, je vois des écoles qui fournissent des moyens aux enseignants et aux élèves pour suivre des cours à distance. Et ça se passe plutôt bien. Et puis on voit aussi un lien, on arrive quand même à faire, moi j'ai ma petite fille en maternelle, ben, on a quand même sa maîtresse qui prend des nouvelles régulièrement, qui envoie des activités à faire, et il y a un lien comme ça qui se crée même virtuellement. Et ça, c'est Mm. super important. Ouais. Et il y a Patricia qui nous fait une bonne remarque justement sur comment travailler chez soi. Elle dit en fait que le télétravail demande une approche par projet et non par heure de présence, ce qui est plutôt vrai du coup. Enfin, on va plus focus sur des projets et des deadlines, comme le dit bien Patricia, plus que sur justement vous travaillez tant d'heures. Là, l'essentiel c'est que le travail soit fait, peu importe le temps qu'on y met, mais en tout cas il faut que ce soit fait, quoi. Donc je trouve que l'approche, oui, est intéressante. Complètement. Euh, Là, je pense que ça change un paradigme qu'on a beaucoup trop dans les entreprises françaises, celle du présentéisme, où mm, on est là pour faire des heures. Je crois que là, quand on travaille depuis chez nous, on travaille surtout comme on peut, parce qu'on a tous nos contraintes. Alors, ceux qui ont des enfants, ben, il faut que la vie des enfants s'impose aussi. Il faut qu'on s'adapte par rapport à eux. Il faut aussi que on s'adapte à nos propres contraintes, hein, surtout quand on est mm, plusieurs à travailler à la maison. Donc finalement, je pense qu'on arrive surtout à travailler quand on peut. Et c'est là qu'on va se rendre compte aussi que ben, on n'a pas forcément les mêmes périodes d'efficacité. Euh, et je pense que là aussi, il y a une responsabilité de l'employeur, mais aussi des clients, des fournisseurs, de prendre en compte ce climat qui est très, très particulier. Je pense qu'en tant que manager, on peut pas avoir les mêmes exigences qu'en temps normal, parce qu'on sait qu'un collaborateur, bah là, c'est impossible de faire 7 à mm, 8 heures d'affilée quand il y a la vie de famille à côté. mm. Donc, c'est surtout de pouvoir adapter ce travail qui va être très très important, quoi. Et je lisais Ouais. même qu'il y a, il y a déjà 76% des Français qui regrettent, hein, qui regrettent leur bureau. Mm. Ouais, comme quoi, hein. Mais pourquoi en tout cas, enfin, en creusant un peu l'idée, peut-être que les participants peuvent aussi nous dire leur avis là-dessus. Je pense que derrière, on se rend compte aussi qu'au bureau, on a toutes les interactions sociales. Mm. C'est ben, ce qu'on est en train de faire là, faire une pause café, discuter avec des cafés, avec des collègues, même 5 minutes autour de la machine à café, passer dans les bureaux, etc. Finalement, cette interaction sociale, on la perd un petit peu à la maison. Et c'est là que ça va être important pour ceux qui ne sont pas préparés au télétravail de remettre en place tous ces rendez-vous. Et pour ça, il y a Mm. des super outils qui existent. Ou par exemple avec la clique ou même avec mon partenaire Blueboat, on travaille beaucoup avec Slack qui nous permet finalement d'échanger par groupe de projet ou même sur un peu de tout et n'importe quoi. Et Mm. même si c'est pas forcément un échange direct par téléphone, eh ben, on va échanger par messagerie. Certaines entreprises ont investi dans un réseau social d'entreprise. Mhm. Je pensais chez le Banque Justement, Populaire, on pour travaillait avec Yammer. des outils comme ça, ouais, nous donner sur comment on peut encore échanger avec des gens, que ce soit voilà, des outils comme Slack, tu as dit. Tu avais dit d'autres outils en tête? Après, il y a ceux qui vont être très faciles à initialiser, un peu en mode gestion de crise, où il faut qu'on ait une solution rapide à mettre en œuvre. Là, Mhm. pour le coup, Slack, c'est idéal parce que on le démarre, on peut démarrer en plus gratuitement. Il y a certaines limites, mais simplement on peut le démarrer rapidement. Mm. Après, je pense à à un outil qui est strasbourgeois, qui est un concurrent de Slack qui s'appelle Atolia. Et d'ailleurs, ce qu'on peut constater chez beaucoup d'éditeurs en ce moment, surtout ceux qui sont sur le travail à distance, hein, c'est qu'ils mettent en place des formules où on peut tester gratuitement pendant cette période-là. Et Atolia, je sais qu'Atolia le fait, donc c'est Mm. un très bon moment pour tester ces outils, même pour mettre en place une méthodologie.
Après, pour d'autres entreprises qui auraient commencé à initier des projets, je pense à des outils, on parlait d'Yammer, il y a aussi Talkspirit par exemple sur du réseau social interne. Alors ça nécessite une mise en œuvre peut-être un peu plus complexe, mais par contre, quand c'est bien fait, on peut vraiment réussir à travailler en mode projet, à garder un lien en entreprise. Et c'est là où c'est un sujet qu'on abordera un petit peu plus tard sur de la Mm. communication interne. C'est des outils qui sont précieux pour pouvoir passer des messages très rapidement à l'ensemble des collaborateurs et surtout qu'il y ait des interactions beaucoup plus riches qu'un simple mail. Ouais. Et puis après, il y Alors, a, il y a d'autres sujets du style sur les, comment dire, sur des réunions. On est tous à faire des réunions. Par exemple, je dois discuter avec un architecte cet après-midi qui n'a pas forcément d'outils pour ça. Ben, j'ai beaucoup l'habitude d'utiliser Google Hangouts mm. ou Google Meet, hein, c'est plusieurs noms. Il y a aussi Skype qui fonctionne très bien pour faire des visios, où bah, finalement on est un ou plusieurs interlocuteurs, on partage des présentations et on peut interagir. C'est des outils qui sont très très simples à mettre en œuvre. Et il y a aussi, ben, on voit des solutions comme WhatsApp, tout simplement, où on arrive à se faire des visios de bonne qualité avec un smartphone. Mm. En tout cas, je vois que dans les commentaires, il y a pas mal de gens qui continuent justement à faire des visios régulières avec leurs collaborateurs. Il y en a pas mal qui utilisent Microsoft Teams, d'autres qui utilisent Workplace de Facebook. Enfin, en tout cas, il y a pas mal d'outils, pas mal de choses qui se développent, comme tu le disais, par rapport à ça. Donc, en tout cas, n'hésitez pas, ouais, à nous donner d'autres outils qu'on pourrait éventuellement utiliser. On pourrait faire quelques petites notes de tout ça. Deuxième Ouais, ce qui chose dont serait on voulait super parler. Ah, intéressant, en tout vas-y. cas, ouais, ce qui serait super intéressant, justement, par rapport à tous ces retours d'expérience, et là, Mm. je lance un appel pour la clique. Ce qui pourrait être très intéressant, c'est qu'à la sortie de cette crise, ben, on se fasse cette introspection collective et de se dire, ben, qu'est-ce qu'on en a appris, quels sont nos retours d'expérience par rapport à ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant qu'on partage, qu'on essaie de se faire une base Mm. de connaissances, de partage d'expérience. Euh, qui peut être intéressant puisqu'on voit qu'on teste plusieurs outils, qu'on a plusieurs façons de les utiliser, autant capitaliser dessus et se le partager tous Mm. ensemble. C'est ça. En tout cas, Zoom revient aussi beaucoup. Il y a eu 3 Zooms d'affilée. Là, donc Zoom, c'est une application un peu comme Skype ou Meeting Hangout, c'est pour se voir en visio. Donc apparemment, ça marche plutôt bien. Et c'est Deuxième chose super dont on... important en ce moment Et ouais, de garder ce contact, ce fil, de ouais. pouvoir se voir. Du coup, le deuxième point qu'on voulait aborder aussi, c'était par rapport aux campagnes publicitaires. Donc là, campagne de communication, campagne marketing. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire en ce moment? Bah, moi, en tant que marketeur, je suis assez frappé de la posture. Alors déjà, en temps normal, je suis assez frappé par la posture de certains marketeurs qui osent tout. C'est à ça Mm. qu'on les reconnaît. Euh, Mais surtout dans cette période-là, on est dans une gestion de crise. Ce qui veut dire il faut qu'une marque s'adapte. Et là-dedans, quand on voit des campagnes publicitaires, j'entendais encore à la radio hier ou avant-hier une manifestation. Alors je pense que là, ils n'ont pas eu le temps de stopper la diffusion du spot radio. Mais là, on faisait la promotion de rendez-vous qui se passait près de chez nous, quoi. C'était un Mm. festival de cinéma. Euh, Là, c'est délicat. On sait que les gens vont pas pouvoir sortir. Ça va être délicat. Mais surtout, moi, j'ai un exemple comme ça qui me frappait. C'était, on annonçait le confinement. Le président de la République annonçait les mesures de confinement, restez chez vous. Et puis, ben, tous les concessionnaires étaient en portes ouvertes le week-end. Mm. Là, on voit qu'il y a un moment, un manque de cohérence entre le discours et puis la posture de l'entreprise dans ses campagnes, dans ses actions. Donc, en tout cas, moi, ma recommandation par rapport à ça, ce que j'ai pu recommander aussi à mes clients, c'est de rester cohérent. Ça veut dire sur des campagnes, il faut plutôt les mettre sur pause. Alors ça, c'est un peu le grand principe, hein. C'est plutôt de les mettre Mm. sur pause parce que c'est pas le bon moment. Enfin, il faut surtout regarder par rapport à son activité, par rapport à ce qu'on fait. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que mes clients, mes utilisateurs ont besoin de mon service en ce moment? Est-ce que ça peut pas attendre? Tant Mm. pis, on sait qu'il va y avoir cette parenthèse, cette phase blanche. Est-ce que je peux pas communiquer différemment, de Mm. façon un peu plus pratique? Mais en tout cas, je pense que le discours purement commercial sur des choses qui ne sont pas ultra nécessaires doit être stoppé, doit être mis en pause.
Mm. Je pense là-dessus sur des campagnes, hein, style, surtout sur des campagnes display, Facebook Ads, etc. Je recommande plutôt de les mettre en pause. Il y a peut-être un arbitrage à se faire de façon plus fine sur de l'achat de mots-clés sur Google, puisque là, en l'occurrence, on est sur de l'intention de l'utilisateur. Généralement, comment ça fonctionne? On va taper une requête, et pour une Mm. requête donnée, on va avoir un résultat sponsorisé qui va ressortir, mais ça veut dire qu'il y a une intention de recherche à la base de l'utilisateur. Euh, donc là, il y a un arbitrage par rapport à nos mots-clés. Il peut y avoir des opportunités intéressantes là-dessus. Mais par contre, ce qu'on constate quand même, c'est une explosion du coût au clic ou du coût d'acquisition, et puis Ouais. globalement une baisse du reach, quoi. Les Mm. messages publicitaires sont beaucoup moins visibles et beaucoup moins performants en ce moment. Puis noyé dans la masse, ouais. Avant de passer à la prochaine, au prochain point, il y a Maxime qui nous demande, est-ce que faire des offres ou offrir des choses en tant que marque ou entreprise, d'un point de vue communication, est-ce que c'est quelque chose qui peut être bien vu ou mal vu à ton avis? Ça dépend toujours comment c'est fait. Mm. Ça dépend toujours si c'est fait de manière très opportuniste et ça se ressent, ou si on essaie de le faire de façon très pratique, où on se préoccupe. Là, je pense qu'il y a le fil conducteur en tant que communicant et en tant que marketeur sur toute cette période-là, c'est de réintroduire un peu d'humain dans nos messages, dans nos communications, c'est de se préoccuper vraiment pour une fois de nos utilisateurs, de nos clients. Et je trouve qu'il y a un très très bon exemple, c'est encore une entreprise strasbourgeoise, c'est Epopia, Mm. cette start-up qui envoie enfin qui crée des histoires pour les enfants et qui crée des communications comme ça avec les enfants, des interactions, et par courrier. Et ils savent qu'en ce moment c'est un peu perturbé, même s'ils sont très très utiles, hein, pour les enfants. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils mettent à disposition des ressources, des clés de leurs clients, pour faire des activités avec les enfants. Ça, c'est typiquement le genre de choses où une marque, finalement, elle peut être utile et pratique. Ouais. Simplement, ça, on sent que c'est dans l'ADN déjà à la base d'une entreprise comme Epopia. Ouais. Ce qu'il faut éviter, c'est quand on arrive avec nos gros sabots et dire, bon, voilà, je vous offre machin, je vous offre truc, ça peut être assez, assez mal vu aussi, quoi. Faut qu'il y ait un lien, quoi, entre l'entreprise, la vision, pas que ce soit opportuniste, ouais, comme tu le dis, ouais. Ouais, et puis Il y a finalement, aussi, ça va être voilà, le sujet que tu mets, c'est finalement la posture de la marque, la mm, tonalité. Parce que finalement, on peut à peu près tout dire. Faut pas oublier qu'une marque, elle a un historique, elle a un ADN. Il y a certains sujets, ce serait très très malvenu de venir les aborder tout de suite, mm, de venir les aborder comme ça, si finalement c'est creux ou ça sent l'opportunisme. mm, Donc, d'où l'importance vraiment d'être cohérent par rapport à l'actualité, d'avoir le ton qui est parfaitement adapté. Là, je pense que pour une marque en ce moment, c'est pas forcément adapté d'avoir un discours sarcastique, d'avoir un discours, un ton agressif vis-à-vis de la clientèle. On sent beaucoup d'agressivité chez un peu tout le monde. On est mm, tous enfermés entre quatre murs, donc ça sert pas forcément à grand-chose. Je pense au contraire, là, la marque, elle doit se montrer rassurante, elle doit se montrer très à l'écoute des autres. Elle doit être très factuelle, et finalement, elle doit avoir ce côté très humain. mm. Donc toi, tu recommandes de continuer de communiquer, mais avec le bon ton, le bon message, mais ne pas dire on arrête la communication, on ne dit plus rien, on attend, de toute façon on ne fera pas de vente. Mais là, c'est plus on continue de garder le contact, on crée du lien et voilà, on adopte un ton, et on écoute les gens, quoi. Alors ça, c'est clair qu'il faut absolument pas arrêter la communication. Au contraire, il faut communiquer. Ça, c'est quand même une des bases de la communication de crise. Et là, je pense que beaucoup d'entreprises sont en train d'expérimenter en situation réelle la gestion de crise. Moi, j'ai eu Mm, la chance dans mes organisations passées on a géré chez Mon Populaire, on avait beaucoup d'exercices de gestion de crise. On a géré aussi beaucoup de crises. Je pense que je serais encore dans le secteur bancaire, je serais en réunion de crise sur réunion de crise en ce moment. mm. Et là, j'ai une pensée pour nos collègues, pour nos amis de la clique, comme Amandine au DNA ou Pierre à l'Eurométropole. Euh,
il faut communiquer, simplement, il faut communiquer justement, c'est pas trop communiquer, pas sous-communiquer. Je prends rien que l'exemple d'une TPE ou d'un magasin. La première question que les clients ils vont se poser, c'est est-ce que l'activité de ce magasin, elle continue ou pas? Donc là-dessus, rien que la première information à diffuser sur nos canaux de communication, c'est est-ce qu'on est ouvert, est-ce qu'on n'est pas ouvert, quelles modalités on a pu prendre Mm. pour gérer la crise. Ça passe aussi, ben, quelles mesures on a pu prendre par rapport à nos collaborateurs. Et ce qui nous amène aussi ben, finalement sur de la communication interne, cette posture qui va être très claire. Là, je vois trop d'entreprises en ce moment en communication interne qui patinent complètement parce Mm. qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont demander à leurs collaborateurs. Venez travailler, non, venez pas travailler, travaillez à la maison, faites les heures, non, faites pas les heures. Elles sont complètement perdues, elles n'ont pas forcément plus les outils, on en revient au sujet de tout à l'heure, pour Mm. diffuser clairement les messages. Donc, base de gestion de crise, en principe, ça se prépare, ça s'anticipe. Donc là, on est tous en train de l'apprendre. Mais en tout cas, c'est de préparer ça et de prendre rapidement la parole avec un discours assez clair qui va dégager une vision, de se dire, ben, OK, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Et reprendre la Mm. parole régulièrement pour faire des points d'avancement. Ben, par exemple, déjà à chaque allocution du président, qu'est-ce que ça va changer dans notre activité? Mm. Bah, je pense que Christian, donc, qui travaille chez Orange, résume plutôt bien ce qu'on vient de se dire. Il nous dit que c'est plutôt le moment de mettre en pause la dynamique commerciale et de mettre ça au profit du cocooning client. Donc en gros, ne pas être là Complètement. pour vendre, mais de plus être là pour aider le client, l'accompagner et l'aider à vivre cette situation, quoi. Bah, d'autant dans des entreprises de services comme Orange Mm. ou dans la banque, c'est que là, on a des clients qui vont continuer à consommer les services, à les utiliser. Ouais. Simplement là-dedans, bah, c'est pas le moment de leur vendre un abonnement, de leur vendre un forfait. C'est plus un moment pour leur rappeler des fonctionnalités, des services qui sont disponibles. On Mm. sait par exemple que les services clients sont saturés. Ben, c'est l'occasion de mettre en avant des solutions de foire aux questions qui peuvent exister, Ouais. d'autres moyens aussi de rentrer en relation avec les clients, de découvrir des fonctionnalités, par exemple de banque à distance, puisqu'on ne peut pas se rendre dans son agence, ben, c'est le moment d'utiliser, d'expérimenter des solutions de banque à distance. Mm. Et il y a Patricia qui donne un petit conseil aussi pour tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'avec Google My Business, donc quand vous tapez le nom de votre entreprise dans Google, à droite, vous avez le nom de votre entreprise, l'adresse, le site, etc. Vous avez la possibilité de changer les horaires, les adapter ou en tout cas mettre voilà, des nouvelles informations pour que les gens qui cherchent votre entreprise ou votre marque sachent où vous en êtes, si vous êtes ouvert, fermé, quel jour, quels horaires, etc. Donc c'est vrai que c'est pas bête, faut y penser et faut le faire. Je vous encourage vivement à le faire parce que bah, typiquement, ça va Ouais. être Google, c'est la porte d'entrée de notre parcours sur Internet. Et bien souvent, on va regarder par rapport à ça. Même si les Mm. gens sont méfiants aujourd'hui de se dire est-ce que les horaires sont changés ou pas, je pense que justement, il peut y Mm. avoir un bénéfice. On parlait de bénéfice pour une marque. Je pense que là, il peut y avoir un bénéfice pour une marque à être réactive Mm. sur des supports comme ça en indiquant clairement est-ce que je suis ouvert, est-ce que je suis pas ouvert, et puis surtout d'être cohérent aussi sur les autres outils puisqu'on peut Ouais. mettre des horaires sur Facebook, sur la page entreprise Facebook. Donc pensez à les mettre à jour, à les adapter. Et puis ben, sur le site internet aussi, quoi. Ouais. Et pour faire la transition, il y a aussi François donc ouais, là on a parlé un peu comme interne, comme externe. Il y a aussi la communication auprès de vos fournisseurs, donc vos partenaires, enfin vraiment tout votre écosystème. C'est vrai que n'hésitez pas aussi à les mettre dans la boucle, à leur faire des messages ciblés à eux. Enfin, faut oublier personne en fait, c'est compliqué, faut penser à tout le monde, faut adapter le message à tout le monde, mais comme le dit Thibaut, faut laisser personne sur le carreau et il faut voilà apporter les bonnes informations. Et c'est justement ce dont on va parler là, c'est comment informer et relayer les bons messages en tant que marque, donc en interne ou en externe, mais voilà, comment est-ce qu'on procède, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire. Si tu as des exemples là-dessus. Alors je reviens juste sur le point d'avant, Ouais. sur un truc tout bête aussi, c'est penser à utiliser votre signature de mail pour diffuser un petit message pour dire Mm. ben, la situation, est-ce que vous êtes ouvert, fermé, comment est-ce que vous vous adaptez. Et puis
Par contre, on parlait de bonnes ou de mauvaises pratiques de marque. Là, on disait d'informer tous les clients. Je ne sais pas s'il faut tous les informer. On reçoit tous une pelletée de mails de tous les distributeurs, Darty, Auchan, Fnac, machin, pour nous dire les mesures qui sont prises par rapport au Covid-19. Est-ce que tous ces messages sont pertinents? Parce que moi, franchement, j'en ai rien à carrer que Darty fasse des mesures exceptionnelles en ce moment. Par contre, je m'intéresserai au moment où éventuellement je pensais acheter quelque chose chez eux. Donc, d'où l'importance aussi, là on parle souvent d'outbound, inbound marketing, bah, c'est un moment de se poser ces questions-là. Ok, je vais relayer ce message maintenant, quel est le message le plus pertinent? Est-ce que je vais inonder, arroser tout le monde, ou est-ce qu'au contraire je vais le diffuser au moment où la personne en a besoin? Hmm. Ouais, Donc tout à ouais, fait. pour revenir à ta question, désolé, sur Non, l'information t'inquiète. et le relais, c'est vrai qu'en ce moment, et c'est particulièrement vrai en gestion de crise, on est noyé sous de l'information euh, à tous les niveaux, hein, surtout par Hmm. rapport à la maladie et à la propagation du virus. Et là, il y a des réflexes de base sur de l'information, sur aller trouver l'information et surtout s'assurer du bon émetteur. Moi, j'ai deux exemples en tête comme ça. Au moment où il y a eu l'histoire de l'attestation de sortie, il y a plein de services en ligne, de générateurs d'attestation en ligne qui sont sortis. On s'est à peu près tous rués dessus, et pour se rendre compte que finalement, on ne savait pas qui était derrière ça, comment les données allaient être réutilisées, de la donnée personnelle. Donc là, on peut que inviter les gens à la plus grande méfiance, de se dire, OK, on va déjà regarder qui propose ce service-là. Est-ce que c'est sécurisé? On va regarder la connexion, l'URL. Là, c'est même des principes de base qu'on applique dans les télécoms ou dans la banque, de se dire, regardez l'URL. Est-ce que c'est l'URL de la banque? Par quel moyen je suis rentré sur ce service-là? Est-ce que c'était un chemin indiqué par l'entreprise ou pas du tout? Donc méfiez-vous aussi de toutes ces chaînes de tonton machin qui t'envoie par mail l'information. Et Oui, même mais il dans connaît ce... quelqu'un qui est au gouvernement aussi. Pardon? Il connaît quelqu'un qui est au gouvernement, le tonton. Ah oui, en ce moment, on connaît tous quelqu'un qui est au gouvernement ou qui est professeur dans un CHU. Donc voilà, là, il faut faire super attention par rapport à ça. Et Hmm. puis après, ça va être sur l'information en elle-même. On voit tout et n'importe quoi. Et je trouve qu'il y a un débat qui est hyper symptomatique. C'est celui sur la chloroquine en ce moment. Euh, Moi, je suis absolument pas un expert scientifique. Moi, mon domaine, c'est le marketing et la communication, donc je sais pas dire qui a raison entre le professeur Raoult ou pas. Tout ce que je peux faire, moi, en tant que citoyen lambda, c'est finalement un réflexe de base d'un journaliste, qui est de prendre des informations, de les recouper et de regarder finalement, d'essayer de peser le pour et le contre sur le débat scientifique, quoi. Hmm. Donc là-dedans, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi l'émetteur, qu'on aille chercher de l'information dans des sources fiables. Et là, il y a quand même des médias de référence qui sont particulièrement intéressants. Ouais. Puis derrière, qu'on recoupe toutes ces informations. Ouais. Et il y a Pierre aussi, donc, qui travaille à la ville de Strasbourg, qui nous dit qu'on peut aussi utiliser la newsletter, qui est un bon outil, euh, encore plus aujourd'hui. Mais voilà, ne pas oublier la newsletter qui est souvent mise de côté, mais qui est hyper utile pour informer et communiquer sur l'activité de l'entreprise. Non, et surtout, ce qu'il faut en tant que communicant, il faut qu'on se méfie beaucoup de ce qu'on va partager sur les médias sociaux, de finalement Mm. toutes ces fake news qui sont très à la mode. Ben là, on est en plein dedans. Je pense que l'information primaire, elle va pas forcément être sur les médias sociaux, ou, en Ouais. fonction, ou elle va être sur les médias sociaux, mais il va falloir faire très attention à l'émetteur. Et j'en reviens à Mm. ces médias de référence ou à ces intervenants de référence. Ouais. Euh, Là-dessus, oui, on a cette responsabilité que nous, en tant que communicants, de pas relayer tout et n'importe quoi. Et quand on voit aussi quelque chose qui est relayé ou c'est n'importe quoi, Mm. de sensibiliser aussi notre communauté autour de nous, en disant, Ouais. attends, là, c'est une information que tu n'as pas vérifiée, tu l'as pas de premier ordre, ne la relaie pas, quoi. Ça sert à Mm. rien de remettre une pièce dans la machine de la psychose sur des informations qui sont pas vraies, quoi. Ouais, et il y a Patricia aussi qui nous dit d'un point de vue entreprise de bien voir les infos, en tout cas de bien relier les informations qui viennent par exemple des CCI ou des chambres des métiers, voilà, qui peuvent être ultra pertinentes et ne pas hésiter à les relayer ou en tout cas
c'est de source sûre, quoi. Et du coup, en tant que communicant, marketeur, etc., cette période-là, bon, c'est pas une super période, hein, on va pas se le cacher, mais ça peut permettre quand même de prendre du temps pour la suite, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil, justement, de comment on peut profiter un peu de cette période? Bah, on sait en tout cas que c'est une période qui va être très creuse d'un point de vue business. Il faut qu'on s'assoie dessus. Je pense que les entreprises ou même nous les marketeurs, là où il faut qu'on soit, là où il faut qu'on mette notre énergie, ça va être surtout sur la sortie de crise. Il faut qu'on se Mm, prépare tous, de se dire, bah, maintenant, ok, là on fait une croix dessus, on sait que cette période-là, elle est perdue d'un point de vue business, mais maintenant c'est comment est-ce qu'on va sortir de ça et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour ça. Il y mm, a déjà le réflexe de base que moi j'ai, c'est de prendre du recul sur l'activité, de se dire, ben, est-ce que c'est pas un moment où ben, on fait pause, on s'arrête un petit peu, on remet le nez dans nos indicateurs, dans nos tableaux d'analyse. Quand on est dans le web, ben, est-ce que c'est pas le moment de passer un peu de temps dans de l'analytics, ce qu'on n'a jamais le temps de faire dans le mm. quotidien quand on est en entreprise, euh, de Ou même regarder se un peu tout former. ça. Pardon? Ou même se former, suivre des cours, suivre des formations sur le SEO, le référencement, le code, enfin vraiment, ouais, pas mal de petites choses qui prennent du temps, mais qui sont hyper importantes, ouais. Ouais, mais complètement, c'est vraiment de prendre du recul, d'essayer de regarder tout ce qu'on a pu faire, tout ce que ça a pu, tout ce que ça a pu donner, où on en est par Mm, rapport à notre plan de com ou à notre plan marketing. De regarder aussi ce que les concurrents font. On prend jamais assez le temps de benchmarker. Bah là, mm, c'est le moment de le faire, de regarder un peu ce qui se passe. Puis derrière, ça nous permet de dégager quelques pistes, quelques chantiers finalement prioritaires qu'on devrait mettre en place à la sortie de crise, de commencer à les préparer et aussi d'identifier tant en tant que manager vis-à-vis de ses collaborateurs ou même individuellement, finalement les compétences qui nous manquent ou les compétences sur lesquelles il faudrait qu'on investisse un peu. On est tous à se mm, dire, ah bah tiens, on parle beaucoup de rédaction web, de SEO, je me sens pas à l'aise par rapport à ça. Bah, c'est le moment d'entamer des formations en ligne. Il y a des super outils, il y a les éditeurs qui le font directement. Je pense à Google qui a beaucoup de ressources en ligne, Facebook qui a aussi beaucoup de ressources en ligne pour se former sur du référencement naturel, sur de la publicité en ligne. Il y a aussi des plateformes comme Open Classroom qui ont beaucoup de ressources en ligne pour se former sur du marketing digital. Et puis mm. après, ben, il y a plein de ressources, des blogs de références sur du référencement naturel, par exemple, je pense à du SEMrush. Ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe, de creuser un petit peu. Et d'autant, on revenait sur des outils. Il y a plein d'éditeurs qui, en ce moment, mettent à disposition gratuitement leurs outils. Bah, c'est Mm, l'occasion de les tester, de les manipuler un petit peu, de regarder ce qui se mm, passe. Et puis c'est aussi l'occasion de tester des nouveaux formats. Ben là, on teste des outils de visioconférence, de webinars. C'est peut-être aussi l'occasion de tester d'autres outils, d'autres médias sociaux. mm. On parle beaucoup de TikTok. Ben, pourquoi pas tester ce format-là, essayer. Ça peut même être un challenge qui peut être amusant à faire avec les enfants, de se dire, ben voilà, je teste TikTok. Ça va être un petit challenge vidéo que je vais faire avec eux. Et je crois qu'en plus, Mm. toi, tu as été particulièrement inspiré là-dessus. D'ailleurs, c'est marrant parce que je vois beaucoup de gens sur Facebook ou même LinkedIn qui partagent des vidéos TikTok avec leurs enfants. Donc ouais, je pense que les parents, du coup, voient leurs enfants utiliser des nouveaux réseaux sociaux et se disent, ouais, il se passe quand même quelque chose là, il faudrait quand même que je regarde ça. Et donc, ils se prêtent au jeu et c'est vrai que c'est assez marrant de suivre tout ça, quoi. Mais complètement, en fait, c'est là où tu disais sur qu'est-ce que ça va changer cette crise. Je pense que bah, il va y avoir des impacts très négatifs sur l'activité économique, etc. Même d'un point de vue santé. Enfin, c'est quand même une crise assez dramatique. Mm, Par contre, derrière, il y a quand même des choses aussi qui naissent, des pratiques qui vont quand même, je pense, pas mal changer l'entreprise. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'idées aussi. On voit, les gens n'ont jamais été aussi créatifs qu'en ce moment, parce que ben, forcément, quand on s'ennuie ou quand on change nos habitudes, on a un autre regard. Donc finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui vont émerger. Il y a peut-être aussi beaucoup de startups qui vont naître là-dedans, des gens qui vont se mm, dire, bah, finalement, mon métier, je veux plus le faire comme ça, je veux pas le faire, je veux plus le faire en entreprise.
Et il y a peut-être des super idées de business qui vont émerger parce que bah là, on est confronté à des problématiques du quotidien qui vont nous dire, ben là, il y a peut-être une idée, il y a peut-être une innovation à faire, un service qui est manquant et que je vais développer. Et du Mm, coup, ben, c'est peut-être carrément. des super opportunités pour nous, quoi. Ouais. Et aussi, ça reste, on en a un peu parlé, mais on va un peu développer ça dans la dernière partie. Le fait d'être utile à sa communauté, il y a une phrase que j'aime beaucoup. En gros, la phrase c'est Stop selling, start helping. Donc arrêtez de vendre, commencez à aider. Et là, je pense que, comme le disait Christian, comme tu l'as dit, on est en plein dedans et c'est l'occasion d'adopter un nouveau type de communication, de nouveaux contenus, plus de veille, comme tu l'as dit, concurrentielle, mais aussi de ses collaborateurs, de son audience. Donc qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as vu par exemple des marques communiquer, des stratégies qui ont été mises en place très utiles à la communauté, ou en tout cas comme tu as dit pour Epopia, des marques qui s'engagent, qui tentent des choses pendant cette période, ou peut-être Bah, des en tout idées. cas, comme le disait Christian, bah, je suis convaincu que les marques, déjà en temps normal, elles devraient se préoccuper des clients, faire ce cocooning client, ça devrait être le quotidien. Hmm, ouais. Si elles le font pas, c'est l'occasion de s'y mettre. Donc là maintenant, allons-y. Et après, il y a des initiatives. Je pense, on a vu pas mal de choses, d'initiatives de solidarité se mettre en place. Bah, des restaurateurs qui se retrouvent avec leur stock, ils savent qui va être perdu. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, il y a un groupe qui s'est créé de restaurateurs sur Facebook où bah, finalement les restaurateurs indiquent le stock hein, qu'ils ont le vendent ou le donnent. En tout cas, ils communiquent dessus et puis bah, ça peut être utile à des services de santé parce que ben, tout le personnel soignant qui est mobilisé, ça peut leur être utile pour faire leurs courses. Ça peut être utile Hmm, aussi dans une relation de proximité. Je pense en plus on va beaucoup gagner sur l'aspect local. On va peut-être se redire qu'il faut reconsommer local. On voit des agriculteurs qui mettent en place du drive, qui se mettent au drive, parce que ben, finalement, il faut qu'on limite les contacts. Euh, donc là, ça permet de pouvoir mettre en place des systèmes où je vais précommander et puis je vais venir chercher. Ma commande est déjà prête, je viens la retirer. Je pense à des agriculteurs comme l'îlot de la Méno à Strasbourg, et puis derrière, ben, on a vu un média comme les DNA aussi qui hmm, a mis en place sur Facebook un groupe d'entraide où ben, les citoyens, chacun vont commencer à, comment dire, à s'entraider, à dire ce qu'ils peuvent faire. Et le dernier exemple qui me vient en tête, c'est une initiative, je sais que Arnaud Guittard a trempé là-dedans. C'est une carte, finalement, des points de collecte. On parlait de Drive tout à l'heure. Ben, hmm, il y a cette initiative, cette carte collaborative qui recense tous les endroits où on peut aller faire nos courses sous forme de Drive. hmm. Donc voilà des situations où ça peut être, où on peut être utile à la communauté de se dire, ben, on a de l'intelligence. Il y a même des hackathons qui se mettent en place, de se dire, Hmm. ben voilà, on va peut-être profiter de ce moment. On est à distance et tant pis. On peut quand même continuer à faire des choses. Ben, est-ce qu'on mettrait pas en place, est-ce qu'on mettrait pas en lien ben, des professionnels de la santé avec des développeurs web pour essayer d'imaginer des solutions qui peuvent être utiles déjà aujourd'hui et demain aussi, quoi. Hmm. Et alors, je sais pas ce que tu en penses toi, ou ce qu'en pensent les gens qui nous suivent aujourd'hui. Oh, j'ai l'impression, alors je travaille beaucoup dans les réseaux sociaux, dans le digital, c'est un peu mon cœur de métier, et je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, depuis très longtemps, les réseaux sociaux retrouvent leur ADN de départ, c'est-à-dire à la base c'était un réseau social, donc les gens communiquaient, partageaient des choses. On est vite parti dans le mercantile, le commercial, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on revient à la genèse des réseaux sociaux, où ça devient vraiment un outil hyper pertinent en communication, en marketing, mais juste en contact et en lien. Et je trouve ça assez fabuleux enfin, voilà, que les réseaux sociaux redeviennent ce qu'ils ont toujours été, et je trouve ça hyper intéressant. Mais complètement, je partage ton analyse, où Mm, là-dedans, ben, on voit fleurir finalement, que ce soit sur LinkedIn pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour ses anciens collègues, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, où mm, ben, on va échanger de l'information, on va aussi prendre des nouvelles de ses proches ou même de personnes avec qui on n'a pas été en contact depuis un moment. Et mm, on rentre vraiment dans la substance même des médias sociaux, qui est cette interaction entre les gens même
d'interaction avec les marques aussi. Ouais, carrément. Bah, écoutez, alors on a un peu dépassé le temps qui était prévu d'une demi-heure, mais bon, c'est pas très très grave. Je vous propose qu'on échange autour de questions. Donc là, on a un peu donné quelques idées. Vous avez pas mal échangé dans la partie questions. Donc là, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser. J'en ai vu une passer de Megan, qui, elle, est photographe. Et en gros, elle demande si on a des idées. Donc n'hésitez pas aussi à partager vos idées pour elle, comment est-ce qu'elle peut rendre utile, comment elle peut être utile en fait dans cette crise-là. Au-delà d'être présente sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle pourrait du coup faire quelque chose avec la photographie? Bah, il y a pas mal de choses, hein. Alors c'est vrai que sur des activités comme ça, moi je le vois dans le domaine du tourisme où Mm, bah, on est enfermé, donc c'est un peu difficile. Il y a des activités où faut être sur le terrain et là faire de la photographie. Alors mm, déjà moi en tant que photographe amateur, ce que je fais, c'est que ben, je teste d'autres, je me fais d'autres challenges photo. Par exemple avec ma fille, on s'est mis à faire un stop motion où en fait on mm, photographie ces jouets, on essaie de faire un petit film comme ça j'essaie de l'initier à la photographie. Après, bah, ça peut être, comme on peut pas faire de photos, ça peut être peut-être l'occasion en tant que photographe ben, de travailler sa visibilité en ligne, de travailler, de mettre en place son site internet et avec une rubrique qui pourrait être une rubrique de blog avec des conseils mm. pratiques. Finalement sur des techniques de photos, sur des approches, hein, sur un regard. Ça peut être une chose qui peut être intéressante. Et qui peut Ouais. être, ça peut être une façon d'être utile pour la communauté, de partager Mm. finalement son expertise, son regard critique. Et c'est ce qu'on a essayé, en tout cas à travers l'article, de Ouais. faire sur la clique. Il y a Caroline qui nous demande aussi comment est-ce qu'on pense que le consommateur, donc le client, va se comporter à la fin du confinement. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que tu en as un peu parlé sur le pouvoir d'achat, mais, comment est-ce que les gens vont revenir, à ton avis, dans le monde économique ou même d'un point de vue comment est-ce qu'on va communiquer différemment? Enfin, qu'est-ce que tu imagines par rapport à ça? En début de crise, les consommateurs ont eu un comportement complètement irrationnel, parce que c'était quelque chose qui était nouveau. Mm, Je pense qu'en sortie de crise, on aura encore en tant que consommateur un comportement complètement irrationnel. Il faut quand même se dire que là, on va se profiler sur 6 semaines de confinement. Je pense que quand on pourra ressortir à nouveau de chez nous, déjà, on n'aura plus envie d'être enfermé chez nous, on va vouloir beaucoup sortir. Est-ce qu'il n'y aura pas une fièvre de la consommation? Il y a des choses, finalement, toute la frustration, on va vouloir la dégager. Pendant combien de temps, mm, je ne sais pas. Il y aura peut-être une frénésie, mais de toute façon, on sera très très vite rattrapé par la question du pouvoir d'achat ou par la question des stocks, parce qu'on va vouloir acheter des choses, mais est-ce qu'elles seront disponibles? Donc je pense qu'un peu comme l'épidémie du virus, il y aura un petit pic, enfin il y aura un gros pic comme ça de consommation, et puis derrière qui va se retasser parce que la vie va reprendre son cours. Euh, et du coup, je pense qu'on aura un comportement qui reviendra peut-être un peu plus normal. Est-ce que mm. par contre, ça laissera des traces sur notre propre consommation? Il y a des chances hein, sur des choses. On se dit, ben, je pense un peu à nos grands-parents qui ont connu la guerre et on voyait dans leurs habitudes de consommation, moi, mes grands-parents, ils gardaient toujours plein de choses. Ils avaient toujours un stock de conserves. On a l'impression qu'ils pouvaient rester Mm. 6 mois confinés. Ben, est-ce qu'on va pas avoir un comportement aussi un peu comme ça de stocker des choses? Mm. Il y a Pierre aussi donc Pierre qui travaille à la ville de Strasbourg, qui nous conseille de promouvoir le hashtag Strasbourg chez vous. Et apparemment, donc sur Twitter, Facebook, Instagram, je pense, on peut retrouver des belles photos de Strasbourg. Donc j'imagine des photos de villes vides, ou alors peut-être même des gens qui prennent en photo leur intérieur. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à partager le hashtag pour bien faire comprendre aux gens de rester chez eux. Je pense que c'est une bonne initiative. Mais complètement. Et puis moi, en tant que blogueur voyage et photo, je peux que encourager ça. C'est un moment, je me suis posé la question sur mon blog et sur mes activités de blogueur. Qu'est-ce qu'il faut Ouais. faire? Est-ce que je dois continuer à prendre la parole? Parce qu'on voit le trafic sur nos sites qui est en chute libre. Donc les gens, ils sont pas dans cette thématique de voyager. Mm. Par contre, on s'est interrogé de se dire, est-ce que justement, on n'essaierait pas de les faire voyager depuis le canapé?
il y a cette initiative qui est très bien tombée, portée par l'Office du tourisme et la ville de Strasbourg sur Strasbourg chez vous, qui ben, finalement fait redécouvrir la ville. En ce moment, il y a plein de choses, donc ben, on peut que encourager les gens à aller regarder ce qui se passe. Et puis, ben, si elles ont envie de partager des anecdotes, des photos, des choses comme ça, de profiter de faire redécouvrir, qu'on reste pas dans ce climat morose, qu'on se dise euh, on a quand même une ville qui est magnifique et on Mm. peut quand même la faire connaître et la faire vivre en ligne. Mm. Et il y a aussi Strasbourg, je ne sais plus c'est quoi le hashtag officiel, mais il y a aussi les musées de Strasbourg qui ont un hashtag équivalent sur la culture et qui ben, ouvrent la culture. On a vu là-dessus des initiatives de musées qui ouvrent leurs collections en ligne. Donc on peut aussi aller visiter des musées en ligne. Ça peut être très très intéressant pour finalement se faire toute sa liste de ses envies d'après-confinement, de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir absolument. Et là, ça peut être intéressant. Ouais, bah, c'est le hashtag Strasculture, nous dit Pierre. Strasculture chez vous. Je vous propose de finir, il y a encore deux questions et après on en terminera là. Donc la première question, c'est faut-il continuer d'animer ses réseaux sociaux comme d'habitude quand on est une entreprise, donc plutôt dans la cible B2B, ou alors faut-il fournir d'autres infos, ou alors est-ce que ça peut paraître futile ou pas intéressant pour les gens? On en a un peu parlé, mais si jamais tu as, d'autres choses à rajouter là-dessus. Bah, animé comme d'habitude, non, puisqu'on n'est pas comme d'habitude, on n'est pas dans la situation habituelle, donc ça Mhm. bouleverse tous les plannings éditoriaux. Par contre, il faut continuer à garder ce lien. Par contre, il faut trouver euh, le bon équilibre. Ça veut dire peut-être adapter le rythme éditorial. Peut-être qu'on Mhm. avait 3 publications sur Facebook par semaine, ben, peut-être qu'une seule, ça suffit. Et surtout, qu'est-ce qu'on va dire par rapport à ça? Ben, c'est peut-être pas le moment de se focaliser sur la communication commerciale, comme tu disais, mais peut-être sur la communication pratique. Donc, il faut adapter sa ligne éditoriale. Ça, c'est certain. Mhm. Mais il faut continuer à animer. Simplement, il faut juste revoir sa stratégie éditoriale sur qu'est-ce Mhm. qu'on dit, comment on le dit et à quel rythme on le dit. C'est ça, ouais. Plus sur les valeurs de l'entreprise, sur l'interne, c'est aussi l'occasion. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, de communiquer sur leurs collaborateurs avec des photos des gens chez eux. Et je trouve ça hyper sympa de voir un peu les coulisses et d'apprendre à connaître des personnes qu'on ne connaît pas. Et dans un lieu hyper intime comme bah, son appartement, sa maison, je trouve ça hyper intéressant d'apprendre à connaître des gens via quelques photos de ce type-là. Et Mais dernière complètement. Et là, question. il y a un enjeu, ou en tout cas, ça peut être un sujet qui peut être intéressant pour un prochain cybercafé. Ça va Mhm. être la marque employeur, puisque je Ouais. pense que c'est vraiment dans cette période-là qu'il y a des marques qui vont complètement, enfin, qui vont avoir un énorme malus sur leur marque employeur ou d'autres un énorme bonus par rapport au fait qu'elles aient encouragé ou mis à disposition des techniques de télétravail, qu'elles aient contraint leurs employés à travailler, qu'elles les aient valorisés ou pas. Et là-dedans, bah, ça va être un moment hyper important qui va pouvoir soit booster tous les investissements qui ont été faits sur la marque employeur jusqu'ici, ou au Ouais. contraire mettre un gros coup d'arrêt sur celle qui avait juste le vernis de la marque employeur, mais qui, quand on grattait, il n'y avait rien derrière. Bah là, Ouais. c'est un moment de preuve, quoi. Donc on va voir le vrai visage des entreprises. Il y a Charline qui nous dit que le château du Haut-Königsbourg propose des activités via les réseaux sociaux pour les enfants et les parents. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et la dernière question, du coup, elle nous vient de Jean-Christophe qui nous demande, à ton avis, quel est le réseau social le plus pertinent pour communiquer en temps de crise pour une collectivité locale? Je trouve que Twitter est particulièrement adapté parce que c'est un média d'information qui est très utilisé par les journalistes, les organismes publics. Mhm. Alors après, ça dépend, il y a toujours cette notion de cible, à qui on cherche à s'adresser. Mais en tout cas, si c'est de l'information à destination de la presse, par exemple, ou même d'un public averti, Twitter, ça va être un super fil d'information. Là, j'ai le très bon exemple de gestion de crise d'Europa Park, qui avait beaucoup communiqué sur Twitter pour informer quand il y a eu l'incendie dans le parc. Mhm. Ça, c'est un cas d'école en gestion de crise. Après, ben, Facebook va être aussi intéressant sur du grand public, mais plus sur bah, j'ai une information à diffuser du style comment mes services vont être impactés. Bah, là, ça peut être intéressant d'avoir cette communication, mais qui va plutôt qui va être assez descendante. Ok, super.
Bon, bah, je pense que là, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. On va bientôt arrêter cette webconférence. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Thibaut d'avoir répondu aux questions et merci à vous pour les échanges. Vous étiez entre 60 et 70. On n'a pas l'habitude de prendre un petit déj avec autant de personnes, mais c'est très agréable. Pour la suite des événements, donc pour jeudi prochain, vu que ça va être un rendez-vous vraiment hebdomadaire, on accueillera Annabelle Bendel de l'agence PAN. Et en fait, ça va reprendre une thématique qu'on a un peu abordée avec Thibaut. C'est comment adopter la positive attitude dans sa communication digitale. Parce qu'on le remarque trop souvent, et Thibaut en a parlé aussi, c'est que tout le monde est très négatif, il y a beaucoup de fake news, les marques, les gens sont très tendus. Donc là, ça va être quelques conseils pour justement essayer d'apporter un contenu intéressant, pertinent et surtout hyper positif. Ça peut être ça peut être quelque chose qui améliore votre marque et votre communication. Donc, on en parlera jeudi prochain. Voilà, Thibaut, je te laisse peut-être le mot de la fin. Si jamais vous avez des questions pour Thibaut ou moi-même, voici nos contacts, donc n'hésitez surtout pas. Ce que je vous propose de faire donc avec Thibaut, c'est de noter quelques outils dont on a parlé ce matin, de faire un petit document et de vous le partager par la suite, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses. Et voilà, donc Thibaut, si jamais tu as d'autres choses à rajouter ou dans les commentaires, n'hésitez pas. Ben moi, le mot de la fin, ce serait surtout courage à tout le monde. Tenez bon, restez surtout Hmm, chez vous. Plus vite et plus on restera chez nous et plus vite on pourra ressortir de chez nous. exactement. Surtout prenez soin de vous et à très Voilà. vite. Super. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Thibaut. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau café avec Annabelle. Bonne journée à tout le monde.